Ok, écoute, je ne sais pas si tu m'entends, mais je vois que tu es là. Donc, je vais commencer, puisque tu es à l'heure, et que, ben, à l'heure qu'il est, les gens font les courses de Noël et on sera peut-être que toutes les deux. Mais c'est très bien comme ça. Je vais partager mon écran pour servir de guide en fait à la séance qu'on va faire, puisqu'il s'agit à la fois d'une conférence et aussi d'une... je ne sais pas si tu m'entends bien. Donc, il s'agit à la fois d'une conférence, mais aussi d'une pratique, et même de plusieurs pratiques que l'on va faire ensemble. Est-ce que tu peux me dire dans le chat si tu es là, Nathalie? Et en tous les cas, je vais commencer. Bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer un sujet en lien avec des propositions qui sont faites par UP, l'agence UP, auprès de laquelle je suis adhérente. Et le sujet était les relations. Alors, les relations, c'est vaste. Et je me suis demandé, pour moi, c'est quoi les relations finalement? Et dans mon intériorité à moi aujourd'hui, la relation, c'est avant tout la relation avec moi. Et c'est d'elle que dépend toute ma relation avec les autres. Et lorsque je me suis dit que j'allais évoquer ce sujet, il m'est venu tout de suite une objection que j'aurais eue moi à une époque, c'est mais comment, ça veut dire que tu es centré sur toi et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que ça va pas te faire perdre de vue les valeurs collectives, le soutien aux autres, l'échange, enfin toutes ces valeurs de partage que l'on que l'on valorise en général et que parfois même on confond ou on appelle amour. Être, centré sur soi, pardon, pour moi, ça peut être une très bonne chose et par effet miroir, ça peut impliquer que ne pas être centré sur soi, c'est-à-dire être centré sur les autres, c'est pas forcément une si bonne chose que ça. Donc, le sous-titre de cette conférence, c'est «En quoi soigner notre relation avec nous-mêmes illumine nos relations avec les autres». L'objection, c'est: est-ce qu'on risque pas d'être égoïste, égocentrique, égotiste, de ne penser qu'à soi? Moi, et puis que devient l'autre lorsque je me centre sur moi? Lorsque je me centre sur moi ou lorsque je me centre sur l'autre, dans les 2 cas, en fait, je peux être égoïste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hem, Être centré sur les autres, a priori, ça veut dire qu'on est altruiste, qu'on est dirigé vers eux, qu'on a le cœur ouvert, qu'on est une belle personne. C'est un peu souvent ce qu'on dit quand on voit quelqu'un qui se dévoue pour les autres. On va dire: «Oh là là, c'est une belle personne». Je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision du fait que les gens qui sont en permanence en train de s'occuper des autres sont vraiment des belles personnes, ou en tout cas, je crois que tout le monde est une belle personne, mais que dans les gens qui se dédient aux autres, il n'y a pas toujours que de l'altruisme. Et parmi les choses que tu connais, toi, mon auditeur, j'en suis certaine, il y a le fameux triangle dramatique. C'est une description, le triangle dramatique de Karpman, du nom de la personne qui l'a décrite en premier. C'est une description de la manière dont on peut rentrer dans des jeux de rôle en croyant occuper un rôle, comment dire? Bah, de fameuses belles personnes. On peut se retrouver à jouer un rôle dans un triangle qui lie les gens entre eux et ne leur permet jamais finalement d'échapper à ces jeux relationnels qui sont en réalité des jeux immatures. Je ne veux pas dire toxique parce que comme tout le monde y joue, ça reviendrait à dire que la vie entière est toxique. Non, c'est pas forcément toxique lorsqu'on
prend conscience un jour que l'on est dans ces fameux jeux de rôle et que l'on choisit d'en sortir. Alors, c'est quoi le fameux triangle dramatique? Le triangle dramatique, c'est quand je ne suis pas centrée sur moi et centrée en moi, avec une notion d'ancrage et de fusion entre mon identité, ce que je montre à l'extérieur, et mon identité interne, mon autorité intérieure, c'est-à-dire la part de moi qui est toujours alignée et toujours en paix. Quand je suis désaxée en fait entre cette part de moi en paix et la part de moi qui agit dans le monde et qui agit aux yeux des autres, et ce qui se passe, c'est que je me mets très souvent dans un rôle. Alors, il y a le sauveur, c'est très connu comme rôle, et en particulier des gens qui me suivent parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes et de coachs. Et même si les gens qui m'écoutent, qui me suivent ne sont pas thérapeutes et coachs, ils ont en général une tendance à se tourner vers les autres et à vouloir être ces fameuses belles personnes qui vont. Alors ça va de porter secours à son voisin, porter secours aux animaux, à la nature, à la planète, aux plantes, à porter secours à l'humanité tout entière. En quoi c'est pas bon de vouloir porter secours? En fait, c'est pas bon quand on porte secours depuis un espace où ce que l'on veut, c'est être vu comme une belle personne, et en réalité, ce que l'on cherche, c'est se valoriser. En réalité, ce que l'on cherche à ce moment-là, c'est être approuvé par les autres. C'est regarder, je vole au secours des autres comme je suis une belle personne. Mmh. Ça, c'est pas OK. Pourquoi? D'abord parce qu'il arrive bien souvent, lorsqu'on est dans le rôle du sauveur, qu'on vole au secours de gens qui n'ont rien demandé. Et quand on fait ça, on n'est pas loin du deuxième rôle du triangle dramatique qui est le bourreau. Ici, dans ce slide, j'ai baptisé le contrôlant. Le bourreau, le sauveur qui vrille vers le bourreau, c'est celui qui a tellement besoin que les autres aillent mieux, qu'il veut qu'ils aillent mieux, même si ces personnes-là ne sont pas d'accord. Qui va rentrer dans du jugement. Comment tu ne veux pas aller mieux, mais tu es nul. Regarde-moi comme je vais chez le thérapeute, je vais chez le coach, je fais des pratiques, je médite. Tu as vu comme je vais mieux? Tu devrais aller mieux aussi. Ça, c'est un rôle abusif, en fait. C'est un rôle contrôlant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est là-dedans? Qu'est-ce qui se passe quand on voudrait que toute notre famille aille mieux? Moi, la première, hein, autant j'arrive à rester dans une très bonne distance quand je suis avec mes clients, avec mon public, mon audience, autant quand je suis avec ma famille, j'ai tendance à basculer dans ce rôle de sauveur contrôlant. Je voudrais tellement qu'ils ne souffrent pas. Mais ça, c'est oublier de reconnaître que c'est parce que j'ai connu des souffrances que je suis là où je suis aujourd'hui. Si on était venu en permanence me sauver, là, me sortir des situations que j'étais en train de vivre, me dire non, non, ne va pas te mettre en danger, guéris-toi très très vite, ne souffre pas. J'aurais pas acquis le quart, peut-être même pas que dis-je, le dixième de la sagesse que j'ai acquise aujourd'hui. Faire des expériences de vie, y compris quand elles impliquent des douleurs, des souffrances même, c'est ce qui fait que l'on contacte notre souveraineté intérieure. Donc quand on veut en priver l'autre, qu'est-ce qui se passe? On voudrait que la personne ne souffre jamais. Et ça veut dire qu'on n'est pas encore rentré en lien avec nos propres souffrances pour les reconnaître comme un facteur d'évolution. Ça veut dire qu'au stade où on en est, avoir souffert, c'est juste insupportable. Et ça veut dire, ça, qu'on n'a pas encore réglé ces traumas, qu'on n'a pas encore guéri nos peurs. Ça veut dire qu'on n'est pas encore mature émotionnellement. Quand on refuse que l'autre vive des choses que l'on a vécues ou quelque chose d'équivalent, c'est parce qu'on n'a pas encore digéré, maturé ce qu'on avait vécu. Je reviendrai plus tard sur cette question. Le troisième rôle du triangle dramatique, c'est la victime. Ici, je l'ai baptisé le soumis. La victime, en apparence, c'est la victime. Ah, la pauvre. En réalité, dans un triangle dramatique, c'est elle qui tient vraiment les rênes. Parce que quand on se pose en victime, on déclenche instantanément les modes sauveurs chez tout le monde autour.
tous ceux qui ont cette tendance vont être allumés, activés. Et on déclenche également cette tendance chez les bourreaux. Et puis, ben, chez celui que j'appelle le sauveur contrôlant, qui est à cheval entre les deux. Alors, je sais qu'il est parfois difficile de comprendre comment on peut dire de quelqu'un qu'il se place en victime, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment victimes de choses qu'on leur inflige. Mais là, c'est parce qu'il faut distinguer la notion d'être victime sur un plan pénal ou moral, c'est-à-dire qu'on nous a fait quelque chose qui est vraiment inadmissible, pénalement répréhensible, c'est un crime, de la victime au sens psychologique où l'on se place dans le rôle de la victime, même si la réalité, elle, fait qu'à ce moment-là, on ne subit rien de pénalement répréhensible. Et évidemment, les deux peuvent se juxtaposer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont en mode victime et qui ont réellement été victimes. Mais il y a aussi des gens qui vont adopter le mode victime parce qu'il est super utile. Notamment quand il y a un sauveur dans le coin. Ça permet de se faire prendre en charge, ça permet de ne pas s'autonomiser quand s'autonomiser nous paraît, sur un plan inconscient, très dangereux. Donc, vous voyez comme se déporter vers l'autre, c'est pas forcément être dans quelque chose de joli, c'est pas quelque chose de réellement altruiste. Ça peut très bien être une manière de jouer un rôle dans lequel on contrôle, on tient à distance nos peurs et nos douleurs et on s'occupe surtout de celles des autres. Alors ça, c'est super pratique en fait, d'avoir un autre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'occupe pas de moi. Déportée vers les autres, en permanence en train de m'intéresser à ce que vit l'autre, je ne m'occupe pas de moi. Et quand je ne m'occupe pas de moi, je reste complètement dans l'inconscience de ce qui se produit à l'intérieur de moi. Et je ne prends évidemment pas la responsabilité de ce qui m'arrive. Comme je suis en permanence énergétiquement décalée par rapport à mon centre, au lieu d'être dans mon centre, celui d'où je dis, OK, il y a ça, 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 ça dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai mis dans le champ informationnel qui est autour de moi pour qu'en retour, je reçoive ce type de réponse? C'est très important en fait de prendre conscience, et là, si tu es dans mon audience, il y a des grandes chances que tu sois déjà convaincu de ça, mais que l'extérieur nous reflète en fait. Il reflète, c'est un peu comme c'est la loi du donner-recevoir. Ce que je donne, ce que j'exprime, je le reçois en retour. Et si j'exprime que j'ai besoin de victimes, je vais en croiser à tous les chemins. Si j'exprime que j'ai besoin d'être sauvé, je vais croiser des sauveurs à tous les chemins. Mais si je n'exprime rien de tout ça et que j'exprime que je suis dans mon centre, dans mon axe, en paix avec moi-même, qu'est-ce qui va se présenter à moi? Le même type de personnes. Des gens dans leur centre, dans leur axe, en paix avec eux-mêmes. Alors, quand on arrive à faire cette bascule, c'est vraiment à se recentrer, les premiers temps, c'est un peu comme si l'univers nous testait, ou c'est un peu comme si cohabitaient deux lignes de temps. Celle où on est encore un peu dans le rôle du triangle dramatique, et puis celle du nouveau nous, centré, bien à sa place, paisible. Et, et on va voir, ça va être une période de transition où on va voir un peu arriver des gens comme avant, et des gens correspondant à cette nouvelle énergie qu'on met dans le champ. Et c'est assez rigolo parce que les premiers temps, on rechute. On retombe dans le triangle, on retombe dans le jeu de rôle, on remonte sur la scène. À part qu'on s'en rend compte beaucoup plus vite.
Et ça ne veut pas dire que c'est moins intense. Parfois, c'est très, très intense. Moi, il m'est arrivé récemment de me retrouver en mode sauveur. Ça a donné un truc catastrophique. Parce que, ben, évidemment, comme quelque part, comme je commence à bien connaître ces rôles-là, quand je m'en suis aperçue, j'ai basculé en mode bourreau et puis ensuite en mode victime. Et j'étais en fait complètement prisonnière dans mon petit triangle. Là, je n'arrivais pas à en sortir. Il a vraiment fallu que je descende dans moi, que j'accepte de traverser cette crise, que j'accueille que, ok, j'ai rechuté, je suis encore en train de vivre ça, pour aller chercher qu'est-ce qui se jouait pour moi en dessous. Et une fois que j'ai compris ce qui se jouait en dessous, une vieille blessure, j'ai pu faire comme un pas en arrière et sortir du triangle et enfin voir ce qui s'était passé. Et j'ai pu voir l'autre, la personne qui s'était retrouvée un peu à me donner la réplique dans ce triangle dramatique. Et c'était rigolo après. Sur le moment, je ne l'ai pas très bien vécu. Mais je savais que j'étais en train de traverser quelque chose qui allait être un exemple pour moi. J'avais fait rentrer chez moi un artisan pour faire des travaux. Et il s'est avéré que c'était quelqu'un qui allait très mal, vraiment très mal. Et je suis allée loin parce que je l'avais fait rentrer chez moi en l'invitant. Dans le deal avec lui, il y avait le fait que pendant 15 jours, il allait rester à la maison et dormir à la maison. Mmh. Et cette personne s'est montrée irrespectueuse, mais plus qu'irrespectueuse. Elle allait vraiment pas bien. Et son pas bien s'est projeté sur la totalité, du matin au soir. Son pas bien se projetait sur moi. Dans sa façon d'être, dans la façon de faire les travaux, dans l'humeur. C'était, je me retrouvais en fait 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui me polluait considérablement. Et moi, en retour, incapable de prendre du recul, euh, mes réponses émotionnelles n'étaient pas bonnes non plus. Soit j'étais fuyante, ce qui rendait la personne encore plus malheureuse, soit j'essayais de la sauver, ce qui donnait lieu à des moments où on allait parler de choses, mais beaucoup trop intimes pour une relation client-artisan, c'était pas OK. Soit je me sentais victime parce qu'il était agressif, et par moments, il a vraiment été très, très agressif, ce qui d'ailleurs a fini par conduire à ce que je mette la limite, que je le renvoie de chez moi. Et, et ça n'a pas duré très longtemps, mais ça s'est étalé sur quelques mois, puisqu'il venait par séquence de 15 jours. Et j'ai tout traversé, tous les rôles. J'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai eu peur. Il m'a effrayée par moments, il était un peu flippant quand même. Et tout s'est éclairci quand je me suis dit, bon, ok, j'arrête de projeter sur lui qu'il est méchant, qu'il est malade, qu'il est ci, qu'il est ça, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas le sujet, ça c'est lui. Mais moi, qu'est-ce qui a fait que je me suis mise dans une panade pareille? Qu'est-ce qui a fait que, alors que je déteste avoir quelqu'un à la maison plusieurs jours d'affilée, sauf mes très proches, pourquoi j'ai laissé rentrer cette personne chez moi? Pourquoi, alors que je suis ultra intuitive, que je peux scanner l'énergie des gens, que je peux voir venir les problèmes, pourquoi là je me suis aveuglée? J'ai rien vu venir. Pourquoi je me suis mis dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai voulu m'enseigner? Qu'est-ce que la part de moi qui est centrée, alignée, qui n'aurait jamais accepté ça, a voulu que j'expérimente et que je comprenne en me laissant aller dans un comportement aussi inconscient? Quand je me suis posé les questions, j'ai trouvé des réponses. J'ai trouvé des réponses. D'abord, je vais résumer, hein, pour pas te raconter toute l'histoire, mais ça partait pas du bon espace, le fait d'embaucher cette personne-là. Ça partait d'un espace de peur. Je voulais que les travaux aillent très vite. Je voulais payer pas trop cher parce que j'avais peur de pas avoir assez pour tous les finir, parce que j'avais peur de pas trouver la bonne personne. Celle-là, elle m'est arrivée par bouche à oreille. Ça paraissait simple. Euh, C'était simple, c'était rapide, c'était pas cher. Et ça a créé un espèce d'arbre qui a caché toute la forêt qui était derrière. Si j'étais partie d'un espace de confiance et de centrage, je me serais dit,
Mais ça me va pas du tout d'avoir quelqu'un qui dort à la maison 15 jours d'affilée. J'ai trop besoin de solitude, j'ai trop besoin de me recentrer sur moi. Déjà, rien que ça, c'était même pas possible, quoi. Je sais, quand je me suis dit, mais comment tu as pu faire ça? Personne reste aussi longtemps chez moi d'affilée, personne. Ça n'arrive jamais. Donc, en fait, c'était extrêmement non écologique pour moi. Et si j'étais partie d'un espace de non-peur et d'amour de moi, de confiance et de quoi j'ai réellement besoin, jamais j'aurais fait rentrer cette personne chez moi. Alors, qu'est-ce que ça m'a enseigné, ça? Ben, ça m'a enseigné ça, que quand tu prends des décisions à partir d'un espace de manque, de peur et d'urgence, il t'arrive quelque chose qui a la tonalité du manque, de la peur et de l'urgence. Donc quelque chose de... C'est pas bon, hein, c'est pas agréable. Et après que j'ai eu mis ce gars, demandé de rentrer chez lui et de plus venir, bah, j'ai dit à l'univers, parce que cette fois-ci, je me suis rappelé qu'on obtient ce qu'on demande. Je crois beaucoup à ça, j'enseigne aussi ça. Je me suis dit, bon, maintenant, ok, envoie-moi des artisans qui soient tout l'inverse, quoi. Et pendant qu'il était là, j'avais pris une plaquette, un flyer d'un artisan dans un supermarché du coin. Une plaquette là j'en avais, j'en avais pris plein, hein, mais celle-là, je sais pas, elle faisait, quand je la regardais, c'est comme si elle flashait comme ça. Et puis j'ai appelé cette personne, et puis depuis, ben, j'ai des artisans merveilleux à la maison. Et puis j'en ai pas qu'un, j'en ai deux, parce qu'ils travaillent en binôme. Et je me retrouve avec deux personnes hyper alignées, extrêmement douces, respectueuses, et en fait qui vont bien. Parce qu'elles sont centrées en elles. Et quand il y a des petits moments où ça peut basculer, parce qu'avec tout le monde, ça peut basculer dans le fameux triangle, on peut trébucher et y rentrer pendant quelques minutes. Mais avec ces deux personnes-là, il est impossible d'y rester. Parce que ce sont des gens émotionnellement matures, qui prennent soin d'eux-mêmes, qui se placent dans leur centre et du coup qui prennent leurs responsabilités. Voilà pour mon petit exemple. Donc, comment savoir en fait si l'on est juste dans son rapport aux autres? Alors, j'ai déjà donné un indice en parlant du fait qu'en fait, j'étais partie d'un espace de peur, d'urgence et de manque. La première façon de savoir si on est juste dans son rapport aux autres, c'est de demander au corps et encore au corps. Pourquoi? Parce que le corps, il nous dit quand quelque chose n'est pas OK, de mille façons. D'abord, il y a toutes les façons qui peuvent s'observer de l'extérieur. Alors, je vais prendre un exemple, tu vas voir deux personnes parler ensemble, et puis tu vas remarquer qu'il y en a une qui a tendance à reculer, à mettre ses bras comme ça, à, à s'écarter, à parler brièvement, à couper très vite la conversation. Là, tu vois que cette personne, elle n'est pas à l'aise avec l'autre. Puis peut-être si tu continues à observer, tu vas voir que l'autre, elle parle un peu trop fort. Elle est un peu trop en avant, penchée. Elle laisse pas la bonne distance d'intimité à l'autre. Et là, tu vas voir que quelque chose n'est pas juste dans la relation, que ces deux personnes, ça s'ajuste pas correctement. Il y a l'une des deux qui est dans l'abus et l'autre, elle est dans je subis. Demander au corps, c'est aussi aller observer ce qu'on sent à l'intérieur. Ça s'appelle l'interoception. Il y a la perception des choses qu'on touche à l'extérieur ou qu'on voit, on perçoit, mais il y a aussi l'interoception. Et peut-être que vous connaissez la proprioception. Et ça, c'est tout ce qui permet d'avoir l'équilibre, de comprendre la position du corps dans l'espace. L'interoception, c'est très intéressant parce que c'est tout le corps qui dialogue avec nous pour nous dire quelque chose n'est pas juste là. Chez moi,
ça passe par euh, ma respiration qui se ferme, qui se serre, ma gorge aussi qui se resserre, mon ventre qui peut se mettre à être pas très à l'aise, une crispation dans ma colonne. Je vais commencer à rentrer dans du vouloir. Le vouloir, c'est très net chez moi. Quand je suis dans le vouloir, au lieu d'être dans l'accueil et, et l'élan, je me contracte, je le prends dans les épaules, j'y vais comme ça. Et puis, il y a plein d'autres petits signaux plus subtils qu'il est bon d'apprendre à repérer chez soi. Par exemple, quand je suis en prise du pouvoir sur quelqu'un, moi, j'ai ma voix qui change. Si je suis en prise de pouvoir sur quelqu'un, ma voix devient plus acide. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, c'est celui qui me vient. Je vais laisser moins de place à l'autre, prendre la parole à sa place. Tout ça, ce sont des marqueurs intérieurs, parce que je m'entends, j'ai un retour à l'intérieur, j'entends ma voix qui change. J'ai un retour, je sens mes épaules qui montent. J'ai de la chaleur en haut de la tête. Ça, c'est quand je bascule dans le mental. Alors que cette chaleur devrait être dans mes pieds, où elle est confortable, parce que je suis dans mon ancrage. Donc ça, c'est l'une des multiples façons de prendre de l'information avec son corps. Et on peut le faire non seulement en temps réel, mais on peut aussi le faire en fin de journée ou le soir quand on se couche. On peut demander à son corps: rappelle-moi, qu'est-ce que tu as subi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était bon ou est-ce que c'était pas terrible? On peut par exemple se rappeler d'une conversation qu'on a eue dont on n'a pas été très satisfait et juste en fermant les yeux et peut-être même en se mettant debout comme on était avec la personne, si on était debout ensemble, face à face, juste laisser le corps rejouer le cinéma de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, on sentira qu'on n'a pas été juste. Et si on demande le souvenir de comment était l'autre en face de nous, on sentira si l'autre était juste ou pas. Mais il est impératif de prendre le temps de demander, de s'autoriser à demander au corps. La deuxième manière de voir si on est juste dans son rapport aux autres, c'est lorsqu'on commence à rentrer dans du jugement. Le jugement, la censure, la critique ou la comparaison, et notamment la comparaison entre ce qu'on voudrait que l'autre soit et ce qu'il est. Alors ça, c'est un grand marqueur qu'on est en train de déraper, notamment dans la posture du contrôlant, donc de cette espèce de bourreau sauveur là, qui veut que tout marche comme il a décidé, parce que quand tout marche comme il a décidé, quand l'autre va là où il a envie qu'il aille, il se sent en sécurité. Ça veut dire que cette personne fait dépendre sa sécurité de l'autre, et ça signifie qu'elle n'a pas contacté sa sécurité intérieure. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué la critique, la comparaison, la censure et le jugement, avec un mental très aiguisé, une intuition bien affûtée, mais dont je faisais un mauvais usage. C'est-à-dire que je voyais le potentiel de la personne, je voyais là où elle se trouvait, et je mesurais l'écart. Et puis comme j'étais à la fois sauveuse et contrôlante, je voulais à tout prix lui faire remplir l'écart entre son potentiel et là où elle se trouvait. Alors, ça, c'est aussi mon but quand je coach quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un. Mais quand je suis avec quelqu'un, c'est juste. Pourquoi? Parce que je ne juge pas, je ne critique pas, je ne demande pas à la personne de guérir. Ça lui appartient, la guérison, c'est pas moi. D'abord, c'est pas moi qui la guéris, c'est elle. Et ensuite, moi, je lui fournis des éléments et ma présence, une présence extrêmement puissante et efficace, mais si elle ne la veut pas, c'est OK.
En fait, si elle la veut pas, je me dis pas, oh là là, mais elle est bête cette personne. Avec tout le talent que j'ai, elle ferait mieux de venir me voir et de guérir pour arriver de là à là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est désastreux chez un accompagnant. Ça peut même occasionner, moi ça m'était arrivé hein, de rencontrer quelqu'un avec qui j'étais en séance, c'était lui qui m'accompagnait et qui m'a mis des coups de pied aux fesses, c'est une façon de parler, mais qu'en fait qui s'est montré extrêmement critique euh, de là où je me trouvais. Si j'avais été un peu moins alignée, j'aurais pu vraiment me faire embarquer par cette personne, j'aurais pu me faire humilier par cette personne, j'aurais pu me sentir vraiment très très mal en sortant de la séance. Ça, c'est pas du tout OK. Alors là, je te parle d'un exemple où c'était, comment dire? C'était un peu gros. C'est rare ça. Mais là où c'est beaucoup plus fréquent, c'est le petit jugement insidieux. C'est, tes pensées qui vont dire: «Oh, machin, il ferait mieux de oh, truc, ça serait bien si. Oh, bidule, il arrête pas de parler de ça, mais en fait, hein, dans sa vie, c'est pas ça, hein». Toutes ces petites phrases-là, ces petites pensées, c'est du jugement. Le jugement, ça veut dire qu'on n'est pas c'est juste dans son rapport aux autres. On est jugeant et pas juste. C'est un super marqueur. Alors, ce qui est difficile, c'est que parfois, comme on a du mal à accepter qu'on est imparfait, on va pas oser se voir dans cette posture du juge parce que parce qu'on a honte. Et c'est un peu un cercle vicieux qui fait que comme on a honte de se voir dans nos ombres, ben on va pas voir nos ombres. Alors ça, c'est compréhensible parce qu'on peut avoir eu une enfance dans laquelle on a été tellement, tellement mis en danger par le fait de ne pas être parfait, qu'on va projeter ce besoin de perfection sur soi en n'allant jamais voir là où c'est imparfait, alors que par nature on l'est, imparfait, et on va tout le temps projeter sur les autres un besoin de perfection, ce qui va nous faire basculer vraiment, vraiment très, très fort dans le censeur, le critique. C'est pas grave. Le simple fait de s'apercevoir qu'on est rigide, puisque c'est ça, hein, c'est un tempérament contrôlant et rigide, c'est déjà une clé qu'on introduit dans la porte pour pouvoir la pousser, aller voir ce qu'il y a derrière. La troisième clé, elle découle de ce que je viens de dire. Elle consiste à pouvoir faire son examen de conscience et faire non pas une ration, j'ai mal écrit, mais un ratio entre nos comportements, nos paroles et nos actions réelles, celles qu'on met en œuvre au quotidien, et dans notre part la plus paisible et alignée, quelles sont les valeurs que l'on entend faire vivre, quels sont les objectifs que l'on poursuit, et si l'on est comme moi, accompagnant, formateur, qu'est-ce que l'on conseille et enseigne? Et ça demande d'être vraiment à l'aise avec le travail de l'ombre et l'exploration de soi, de rentrer en lucidité sur soi et de constater le décalage au quotidien entre ce qu'on prétend être et ce qu'on montre réellement au monde. Et là aussi, on retrouve très souvent ce fameux ego spirituel qui est qu'on va conseiller aux autres de se soigner, de faire des trucs. On va leur donner tout ce qu'on a appris. Là, on va leur dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais t'inscrire au sport, tu devrais aller voir un thérapeute, tu devrais, tu devrais, tu devrais. Et pendant ce temps-là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on ne s'occupe pas de soi. Et là, il y a un décalage entre ce qu'on dit à l'autre, c'est-à-dire va te soigner, va mieux, approche de ton potentiel, réalise-toi. Et nous, pendant qu'on fait ça, eh ben, on s'éloigne de cette même valeur, de ce même objectif qu'on inflige en quelque sorte à l'autre, comme si ça devait forcément être le sien. Ça, c'est peut-être le travail le plus délicat à faire, hein, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on y rencontre nos propres traumas.
Et c'est peut-être la chose que j'aime le mieux accompagner, moi, ça. Sortir de l'ego spirituel, dans lequel j'ai été, comme beaucoup des gens qui euh, veulent accompagner, soigner, prendre soin, élever l'autre. Très souvent, on se déporte sur l'autre alors qu'on n'est soi-même pas encore arrivé au point où on voudrait que l'autre arrive. Alors, comment on fait quand on est, comme je suis, hein, habité par cet élan, comme toi là qui me regarde, habité par cette, c'est une mission, on peut la nommer de plein de façons différentes, hein. J'ai pas un mot favori, mais c'est cet appel en nous qui fait qu'on ressent le besoin de s'améliorer et d'améliorer les autres, de se guérir et de guérir les autres, de changer le monde, de l'adoucir, de vouloir que la souffrance des autres cesse, qu'ils s'élèvent, qu'ils aillent mieux. Comment on fait pour pas basculer dans cette, attitude mauvaise qui consiste à se déporter sur l'autre? Alors, le paradoxe dont je parle ici, c'est de vouloir se mettre au service sans être décentré. Souvent, ce qui nous encombre sur ce chemin, ce qui fait personne ne se lève un matin en se disant: «Tiens, je vais être un sauveur abusif, parce que j'ai envie de sauver le monde, mais je vais le faire de manière foireuse, en étant dans un triangle dramatique, la plupart du temps». Personne ne se conditionne à ça, personne. Alors pourquoi on y va? Pourquoi on s'y retrouve? Pourquoi ces dérives de l'ego? Pourquoi cet ego spirituel? Pourquoi l'abus? Souvent, ça vient d'un trauma. Alors par trauma, j'entends quelque chose dans le système limbique qui est lié à des expériences. Soit des expériences qu'on a vécues dans cette vie qui sont passées, mais qui continuent à produire des effets en boucle, soit des informations qu'on ne peut pas raccrocher à une expérience qu'on a vécue dans cette vie, mais dont on est néanmoins porteur. Ça peut être de l'information épigénétique, celle qui vient de nos ancêtres, et ça peut être des mémoires qui, en apparence, n'ont rien à voir avec notre généalogie, des mémoires de l'humanité notamment. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet ici maintenant, mais on est vraiment le fruit d'un grand nombre d'informations dont une partie est traumatique. Le trauma, c'est quoi? Dans une situation donnée, qui devrait être safe, je devrais me sentir bien, en sécurité, ou alors il y a un peu de danger, mais dans un mode que je dois pouvoir gérer. Il y a un peu d'intensité, un peu de stress, mais je devrais pouvoir traverser ça en restant, le mot qui me vient, c'est normal. Je vais péter un plomb. Soit je vais rentrer dans l'excès, je vais me mettre en colère, mais alors une colère qui a rien à voir, qui est complètement disproportionnée. Soit, alors que je devrais pouvoir, par exemple, dire quelque chose, m'exprimer, poser ma limite, ah, je vais rester muette. Je vais être inhibée. Je vais bafouiller, ou carrément, alors que la situation nécessiterait de m'affirmer, de poser mes besoins, d'entrer dans un dialogue constructif avec l'autre, je ne vais rien dire et je vais fuir la situation. Des choses comme ça, on en vit en boucle. C'est ça le trauma. Le trauma, c'est je n'arrive pas à avoir une réponse adaptée à la situation et je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Le trauma, c'est quelque chose m'insupporte alors que le voisin à côté arrive à vivre ça complètement gentiment. Pourquoi le trauma?
Très souvent, ça vient du fait qu'on nous a enseigné indirectement, et parfois directement, que pour être aimé, il fallait être différent de qui l'on est réellement en dedans. Pour être aimé, il faut rendre des services. Pour être aimé, il faut se taire. Surtout pas dire ce qu'on a exprimé, sinon on prend des coups. Pour être aimé, il faut faire comme maman. Pour être aimé, il ne faut pas contrarier papa. Il y a des tas de conditionnements qui se créent, qui sont liés au fait que l'on cherche à être aimé. Pourquoi? Parce qu'un enfant, s'il n'est pas aimé, il meurt, soit physiquement, soit psychiquement. Un enfant, si les adultes ne le prennent pas en charge, s'ils ne s'occupent pas de lui, il disparaît. Le trauma, ce sont des stratégies d'adaptation qui sont restées bloquées. Et c'est ce qui fait que dans une situation donnée, alors quand l'on voudrait agir depuis l'espace du centre, de la paix, l'espace équilibré de la personne qui accueille tout ce qui est là, qui est pas dans le jugement, qui voit le beau en tout. On la connaît cette personne-là, c'est nous, on la contacte souvent. Et puis quand on se retrouve avec les autres, dans les relations, tout d'un coup, eh ben ça bascule. Et on se retrouve à être, alors qu'on est dans notre mission de d'apporter du doux, d'apporter du bon, du bien, on se retrouve à être dans l'abus, à vouloir à tout prix guérir la personne malgré elle. D'être dans sa mission et y être avec le cœur ouvert à être abusif en croyant la remplir, il n'y a qu'un pas. Et souvent, dans cet intervalle, il y a le trauma. Alors, une des premières solutions que tout le monde, là vraiment tout le monde peut mettre en œuvre, c'est de travailler son ancrage lorsqu'on est en présence de l'autre. Et j'en ai parlé tout à l'heure, quand je disais le corps, le corps, le corps. À qui demander de l'info? Au corps. Quand on est en relation avec l'autre, prêter attention à ses signaux corporels, ça permet bien souvent soit de ne pas basculer, soit si l'on bascule, de se ramener dans son centre, et soit si on ne sait pas s'empêcher de basculer, et si on n'arrive pas totalement à être dans son centre, on peut tourner les talons parce qu'on s'est ramené dans le corps, on identifie qu'on est en train de rentrer dans l'abus, et on peut quitter la pièce, trouver une excuse, prendre rendez-vous pour plus tard. Et ça permet de ne pas rentrer dans ce cycle, cette mauvaise mayonnaise qui fait qu'à la fin, il y aura eu ou abus ou conflit, quelque chose en tout cas qu'on aimerait ne pas revivre. La, la deuxième chose à faire en matière de relation, c'est être au clair avec ses limites. Il y a moi, il y a l'autre, il y a la relation, mais il n'y a pas moi et l'autre fusionnés comme ça. Sinon, je ne peux travailler ni sur la limite, ni sur la relation et ce que l'on met dans cet ensemble qui est constitué de moi, l'autre et la relation. Sitôt que je perds de vue qu'il y a ces trois entités, moi, l'autre, la relation entre nous, je suis dans l'abus. Alors, ce n'est pas du tout facile, d'autant que la question des limites est souvent liée au trauma, en particulier lorsqu'il y a des traumas avec dissociation. La limite, c'est important de l'identifier et de la mettre parce qu'elle me protège de l'autre et elle protège l'autre de moi. Je vais bientôt faire un module de plus en AIT, thérapie intégrative avancée, AIT, qui est l'une des techniques que j'emploie pour travailler le trauma. Et justement, il s'appelle présence et dissociation. Et c'est un module que j'ai expérimenté en tant qu'accompagné avec un praticien AIT. Et ça a vraiment
complètement changé ma façon de me comporter et ça m'a vraiment permis de mettre à distance de plus en plus souvent la question de l'abus de la posture du sauveur. Alors il m'arrive encore de rechuter, mais comme je vous le racontais tout à l'heure, mais beaucoup moins souvent, beaucoup moins longtemps et de plus en plus, ça me fait rire quand ça m'arrive. Je me dis: «Mais ah! J'ai rechuté». C'est plus un drame. C'est plus un drame parce que j'ai suffisamment d'outils et de connaissances de moi pour savoir ce qui s'est joué pour moi et pour pouvoir, rectifier très vite le tir et reprendre une place beaucoup plus, alignée avec l'autre. Donc rappelez-vous que si vous avez tendance à être trop déporté vers les autres, trop tourné vers l'autre, remettre la limite, vous, l'autre, la relation et ne pas mélanger les 3. Ça permet de ne jamais faire dépendre vous de l'autre, vous de la relation. Et ça permet d'aller dans l'amour, le vrai, celui qui n'est pas conditionné, celui qui n'est pas abusif, celui qui n'est pas à confondre avec l'attachement. C'est peut-être un grand sujet que j'évoquerai une autre fois, l'amour et l'attachement. Alors, ça ne passe pas à la slide suivante. Si. OK, voilà. Je vous propose de faire une pratique guidée pour prendre un petit moment pour aller contacter qui tu es, toi qui me regardes, quand tu te déportes et que tu quittes ton centre. Pour faire cette pratique, on va prendre un instant et si tu veux bien, tu vas fermer les yeux. Tu n'auras rien à faire qu'à te laisser guider. Et tu vas prendre une situation à laquelle peut-être tu penses depuis un petit moment en m'écoutant, soit une situation très très récente et assez intense, soit une situation plus ancienne ou plus répétitive, mais elle aussi plutôt intense. Et c'est une situation où tu t'es trop mêlé de quelque chose, trop occupé des autres, trop engagé. Et tu sais que c'était trop parce que quand tu y penses, tu te sens épuisé, ou tu te sens pas à la hauteur, ou tu as l'impression qu'on a abusé de toi, qu'on a profité de toi. Ça peut être 1000 marqueurs, mais tu sais que c'est pas OK. Tu vas prendre cette situation avec l'inconfort qui l'accompagne, en étant surtout, surtout, surtout pas jugeante, mais en ton cœur. Et tu peux même mettre les 2 mains sur ton cœur, respirer dans ton cœur avec cette situation qu'il a où tu as été dans une forme d'abus, dans une forme de sacrifice. Quelque chose, tu sens que c'est pas juste. Pas juste pour toi, pas juste pour l'autre, pas juste. Tu vas imaginer maintenant que tu prends la situation et que tu la mets dans ta main gauche. Et tu prends tout l'inconfort, toutes les émotions qui vont avec, tu en fais une boule et tu l'as dans ta main gauche, que tu mets sur ta gauche. Et tu respires dans ton cœur et tu sens que voilà, tout ce qui est cette situation, ces émotions, c'est là,
bien contenu dans une boule posée dans ta main gauche. Avec ta main droite, tu vas la placer dans le champ, là, celui de tous les possibles. Celui qui contient toutes les informations, toutes les solutions, toutes les variantes de ce qui peut arriver. Et tu vas imaginer que cette main droite, elle se met à accumuler comme un aimant des solutions, des ressources, pour que plus jamais n'arrive ce qui est dans ta main gauche. Et tu laisses. Alors, tu peux faire comme si la main trempait dans un liquide rempli d'informations ou comme si elle happait dans l'air des informations. En tout cas, elle recueille sans effort des ressources et des solutions. Et tu vas continuer à bien sentir ton cœur ouvert. Peut-être même que tu sens qu'il est connecté à de la lumière. Comme ces rayons de lumière qui traversent la diapositive que j'ai créée pour toi. Et maintenant, tu vas intégrer les ressources dans ta main droite en les appliquant sur tout ce que tu as mis dans la main gauche. Sur une expire, comme ça. Et tu laisses. Et tu restes en présence. Et peut-être que des informations te viennent et peut-être pas. Et tout est OK. Maintenant, tu vas reprendre cette main droite que tu as utilisée pour les ressources et tu vas lui demander de transformer comme si elle était une baguette magique, un outil, un shaker, un blender, peu importe. Quelque chose qui transforme un état en un autre. Dans ta main gauche, il y a toujours ce qui reste de la situation et des émotions. Et avec ta main droite, tu vas dire transformation des blocages, comme si tu étais un magicien. Sur une expire. Transformation. Tu le fais à ta façon. Je te propose la mienne, mais tu peux le faire à la tienne. Tu peux rajouter des choses si ça te passe par la tête. Et maintenant, on va faire une toute dernière chose. Tu as imaginé que dans le champ de tous les possibles, peut-être que c'est un champ de fleurs, peut-être c'est un champ d'étoiles, un champ de quoi que ce soit, tu vas aller cueillir la variante optimale pour que plus jamais n'arrive la situation où tu t'es trop mêlé, trop occupé, trop engagé. Et tu vas cueillir comme ça. Alors moi, j'imagine que c'est un champ d'étoiles. Et je vais en cueillir une. Et peut-être même elle est très très loin, mais je peux l'appeler et elle vient. Et cette étoile, ou cette fleur, ou ce toute autre chose que tu as choisi, un diamant, quelque chose qui est une ressource pour toi. C'est la variante optimale pour que plus jamais n'arrive cette situation.
Et tu vas, avec tes 2 mains, sur ton cœur, intégrer la variante optimale. Tu restes là en présence, observatrice de ce que tu viens de demander pour toi-même. Et tu constates. Peut-être que ce que tu constates, c'est que tu ne t'autorises pas assez souvent. Peut-être que ce que tu constates, c'est qu'il y a des gens et de l'aide autour de toi que tu peux aller la demander. Peut-être ce que tu constates, c'est qu'il y a aussi toutes ces fois où tu arrives à être dans la justesse relationnelle. Et qu'est-ce qui se passe alors que tu pourrais récupérer comme ressource pour la suite? Et puis peut-être que tu ne vois, n'entends, ne perçois rien. Et là, ce que je t'invite à mettre, c'est de la pure confiance que ce que tu viens de demander va s'accomplir. Tu peux rouvrir les yeux. Je vais maintenant te partager quelques clés, de ces clés qui permettent de rester juste dans les relations avec soi, de revenir à soi, d'être centré sur soi-même de manière à ce que ça illumine la relation avec les autres, ce qui est l'objet de la conférence de ce jour. La première clé, c'est s'intéresser d'abord à soi. J'y reviens, j'en ai parlé au début. Ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas être égocentré et ce n'est pas être égotiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas l'ego là dont il s'agit, c'est le soi. Relis bien la phrase, s'intéresser d'abord à soi. Et le soi, il peut pas être égo, c'est pas la même chose. Le soi, c'est cette part de nous qui est plus grande que nous, qui est connectée à tout et à tout le monde. C'est cette part qui s'émerveille. C'est la part qui s'active devant un coucher de soleil. C'est la part qui s'active dans ces moments où on est tellement heureux qu'on oublie de vouloir. C'est la part qui s'active aussi dans ces moments de partage où tout est parfait avec les autres. S'intéresser d'abord à soi, c'est aller se questionner, se connaître, se reconnaître. C'est aller s'interroger sur qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a amené là où je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai telle attitude et tel comportement répétitif? S'intéresser d'abord à soi, c'est apprendre à écouter les parts opposées en nous et justement identifier ce qui relève de l'ego, qui souvent est repérable parce que c'est celui qui veut toujours plus, c'est celui qui juge, c'est celui qui compare, c'est celui qui nous critique énormément nous-mêmes. Les autres parts, eh bien, il y a ce fameux soi, il y en a plein d'autres. Lorsqu'on fait un travail sur soi, un travail approfondi, on les voit émerger en fait. Certaines sont coincées dans des jeux relationnels, mais pas toujours au même rôle. Et c'est pour ça qu'on a tendance à basculer de bourreau à victime à sauveur. Parce que, ben, il y a plusieurs. C'est comme si les expériences en nous donnaient lieu à divers masques, des sous-personnalités en quelque sorte, que l'on active à certains moments. Lorsqu'elles sont activées depuis un espace de manque, d'urgence, de peur, donc depuis un trauma, elles peuvent exprimer des choses, avoir des choses à dire, à raconter. Quand on apprend à les écouter, on peut aller travailler sur ce qu'elles nous présentent. Et ça implique d'être quand même très à l'aise avec soi. Si on est thérapeute ou coach, ça veut dire qu'on est son premier client et que, au lieu de tout donner dans les relations avec les clients, on se donne à soi en premier.
Autrement, il y a toujours ce risque d'être dans un ego spirituel, ou pire, hein, dans la dérive gourou. Ça veut dire se mettre au centre. Se mettre au centre dans le sens où la manière dont on se comporte influe nos relations directement et indirectement. Si on oublie que chacune de nos façons d'être, nos mots, nos paroles, nos actions, nos pensées même, ont une influence sur l'environnement, le savoir, ça engage à se parfaire, en fait. Ça engage à faire attention, mettre en attention. Et attention, quand je dis se parfaire, c'est pas un jugement entre je suis imparfait, je dois devenir parfait. Non, c'est un chemin d'amélioration permanente. Et pas parce qu'on est une mauvaise personne, parce que c'est jouissif de le faire. Parce que plus on le fait, plus on est en contact avec ce centre-là, celui qui va tout le temps bien. Et se mettre au centre n'empêche pas de reconnaître que l'autre doit se mettre au centre également. Chacun dans son centre. Tout ça pour aller dénicher ce fameux soi, qu'on appelle aussi soi supérieur, la part la plus élevée de nous. C'était donc la clé numéro 1. La clé numéro 2, la voilà, elle est très belle, c'est s'observer en permanence dans la relation avec l'autre. Alors là aussi, il ne s'agit pas de se regarder pour savoir si on est beau. Hem, ça me fait penser aux ados qui ont tout le temps l'impression que le monde entier les regarde et puis qui sont jamais naturels. C'est pas ça, c'est pas s'observer pour vérifier qu'on est beau. Non, c'est juste prêter attention aux marqueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, comme la hauteur de la voix, la position corporelle, les intentions qu'on met dans la relation avec l'autre. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que l'autre aille mieux? Est-ce qu'on veut qu'il fasse quelque chose pour nous? C'est pas grave, c'est OK, hein, d'avoir besoin de l'autre pour faire quelque chose pour nous, mais est-ce que c'est conscient? Et la question n'est pas de qualifier, juger ce qui apparaît, parce que là encore, ce serait tellement l'ego qui serait présent qu'on finirait par, mmh, dissocier, refouler parce qu'on se trouverait pas beau. Non, non, c'est juste, au contraire, aller voir: «Tiens, qu'est-ce qui se joue pour moi dans les relations avec les autres?» Observer notamment le jeu des projections. À quelle place on met l'autre pour essayer de résoudre un problème qui nous est propre? Tiens, celle-là, je l'aime pas. OK, qu'est-ce qu'elle a que tu aimes pas? Parce que soit tu l'as aussi et ça t'est insupportable, soit tu aimerais tellement l'avoir et tu y arrives pas que ça t'est aussi insupportable. La clé numéro 3, elle consiste à déconstruire et déprogrammer toutes les croyances, les conditionnements, toutes les histoires en fait que l'on a mis sur le trauma, qui font qu'on est persuadé qu'on ne peut pas changer, qui fait qu'on est persuadé que c'est l'extérieur le problème, que c'est l'autre le problème. C'est toutes ces phrases qui vont commencer par: «Ah oui, oui Sophie, j'entends bien ce que tu me dis, ça a l'air super chouette et d'ailleurs, ouais, ouais, je vais le faire, mais tu sais, il y a un mais». Ou alors c'est le: «Oui, mais c'est parce que» et puis il y a une explication super, pointue qui en apparence tient mal la route, mais c'est parce que, ma mère, ma sœur, ma grand-tante, mon enfance, mon patron, et hop, on renvoie la faute sur quelque chose d'extérieur ou quelque chose de passé. Et il y a une différence entre expliquer, comprendre, ce qui n'empêche pas de choisir de déprogrammer, ou justifier et puis mettre un tu comprends, on ne peut pas aller voir puisqu'il y a eu tout ça. Pour déconstruire et déprogrammer, je suis allée un peu vite.
Pour déconstruire et déprogrammer, une des grandes façons de faire, c'est de faire de l'espace et du silence à l'intérieur duquel on peut écouter se raconter ces fameuses histoires. Et c'est là que les choses du type méditation, mais pas forcément assise, à rester en place, moi, c'est pas du tout le type de choses que je fais, mais prendre du temps pour soi et avec soi, faire une sorte de retraite, aller marcher seul, ne pas allumer la télévision qui vient remplir l'espace, accepter de passer du temps avec ces parts de nous inconfortables, c'est primordial. On peut le faire seul et on peut aussi aller travailler avec quelqu'un qui va créer un espace d'écoute, qui va être un espace de sécurité dans lequel on va pouvoir déposer. Et une fois que c'est déposé, on le voit, c'est devant nous, ce n'est plus confondu avec nous. Et ça permet, quand on lève la confusion, la lucidité vient à la place. Une autre clé encore, et celle-là, elle est liée à ce qu'on observe chez l'autre et chez soi, c'est l'amour de soi ou le manque d'amour de soi. Il faut impérativement s'accueillir imparfait. C'est très difficile quand, comme je le disais tout à l'heure, on a eu une enfance dans laquelle être soi était tabou. Être soi était dangereux. Pour être aimé, il fallait être le meilleur à l'école, le plus fort ou la plus jolie. Toutes ces injonctions qui font qu'après on passe sa vie à pas supporter d'être comme on est parce que, on n'avait pas été accepté tel qu'on était, notamment durant l'enfance. Ne pas se juger, ça va avec. S'accueillir imparfait, c'est aussi cesser de dire: «Ah, je suis une mauvaise personne». Ça veut dire aussi, lorsqu'on cherche à s'améliorer, ne pas le faire dans cette idée qu'on a une mauvaise version de soi, une bonne version de soi. Moi, j'aime bien l'expression «meilleure version de soi» parce qu'elle ne veut pas dire que la précédente était mauvaise, mais elle veut dire qu'il y a une position dans laquelle on va être encore plus heureux. En fait, c'est la plus heureuse version de soi. Pour l'atteindre, il est impératif de pas critiquer, juger, démolir la version d'avant. Comprendre que l'autre est le miroir, c'est-à-dire que si on a des difficultés relationnelles, ce que nous renvoie l'extérieur, c'est ce que l'on a en soi. Comme moi avec mon artisan. Tout ce que j'ai vécu avec lui, c'était un miroir de ce que je n'avais pas réglé chez moi. Et l'autre, quelque part, va toujours nous refléter, nous présenter ce que l'on pense sur nous-mêmes. Et ça peut aller loin. Ça va être, par exemple, cette collègue de travail avec qui je me suis retrouvée un jour, une supérieure hiérarchique, dont je n'ai pas du tout réalisé sur le moment qu'elle, occupait un rôle dans mon théâtre intérieur. C'était celui d'une institutrice que j'avais eue quand j'étais gamine, qui m'avait persécutée, enfant. Tellement persécutée que pendant les 2 ans où je l'ai eue, je n'ai plus aucun souvenir. On est vraiment sur un trauma avec dissociation totale. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai projeté sur des personnes qui étaient mes supérieurs hiérarchiques, en particulier des femmes, ce qui s'était joué avec cette institutrice dont j'avais perdu absolument tout souvenir. Et par un phénomène étrange, ces personnes qui étaient comme elles étaient et n'avaient pas de difficultés majeures avec les autres, se sont mis en avoir avec moi et moi avec elles. Et c'est arrivé 3 fois avec comme marqueur, comme, dénominateur commun, qu'à chaque fois, j'avais d'abord commencé par vouloir sauver ces personnes.
par vouloir m'en faire aimer, par vouloir copiner en quelque sorte, mais tout à fait inconsciemment. Alors qu'on était dans une relation professionnelle et que la bonne distance n'est pas de vouloir copiner, même si il peut bien sûr arriver que dans une relation professionnelle, on devienne amis. Mais ça ne doit pas être le but. Si c'est le but, inconscient, comprenez bien qu'il y a une déviation de la relation pour la faire rentrer dans notre théâtre intérieur où on est l'enfant de 7 ans face à l'institutrice persécutrice et cet enfant cherche par tous les moyens à ce que ça s'arrête. Et la seule solution qu'elle a trouvée pour que ça s'arrête à l'intérieur, c'est d'essayer de se faire aimer. Ça pourrit les relations, ça les rend ambiguës, puisque finalement, c'est pas une véritable relation où je suis dans mon centre et l'autre est dans son centre et je vois la personne vraiment, je vois qui c'est. Ce qui me permet d'ailleurs de me tenir à la bonne distance s'il s'avère que c'est pas une personne très, très fiable. Mais comme je vois pas qui c'est, que je vois madame Tisser, elle s'appelait comme ça mon institutrice, eh ben, c'est assez marrant, hein, parce que la personne se met à se comporter en persécutrice. S'il y a cette tendance-là chez elle, et nous avons tous cette tendance-là en nous, on a toutes les tendances en nous, on les exprime, on ne les exprime pas, mais si on la reconnaît chez l'autre, c'est qu'on l'a en nous. La personne va exprimer le max de persécution dont elle est capable. Parce que j'ai donné la tonalité du jeu relationnel en faisant une projection sur ces personnes. À partir du jour où je m'en suis aperçue, j'ai pu mettre de la conscience. Je suis allée travailler en séance le trauma qui était derrière. Et comme par hasard, depuis, j'ai eu plusieurs autres personnes avec qui je me suis retrouvée dans une relation plus ou moins de hiérarchie comme ça. Ça n'est plus arrivé. Ça ne peut plus arriver. Parce que soit je n'y rentre plus dans ce rôle de petite fille victime d'une persécutrice, soit si j'ai la moindre tentation d'y rentrer, j'ai mis des warnings partout. Mon corps me dit: «Ouh là, attention, c'est une madame Tisser». Donc intérieurement, symboliquement, je fais un pas de recul pour regarder à nouveau la relation comme si elle venait de démarrer, remettre chacun à sa place, rendre à l'autre ce qui lui appartient, mais surtout reprendre ce qui m'appartient. Ça, c'est primordial. Donc la limite entre soi et l'autre, elle est à l'intérieur de nous. Quand on la pose à l'extérieur parce que l'autre l'a franchie, c'est déjà trop tard. La limite, elle est là, à l'intérieur. Et quand elle est vraiment bien posée, elle est infranchissable. Quand on est dans son centre, on a mis les limites entre soi et les autres, c'est une limite infranchissable. Alors là, j'ai parlé de la difficulté à sortir de ces schémas relationnels. Il ne faut pas hésiter, bien sûr, à se faire aider. Moi, je me suis faite aider dans tout ça. Et je me fais aider plusieurs fois par an. Et parfois sur des séquences longues, parfois sur des séquences courtes, selon le problème que j'identifie. Si je vois que je m'en dépatouille pas toute seule, malgré les outils que j'ai acquis et avec lesquels je vous accompagne, je me fais accompagner à mon tour. Puis c'est aussi une question de cohérence. Mais c'est surtout, ça fait du bien. Alors, c'était cet exemple que je viens de vous donner des supérieurs avec qui ça c'était compliqué, c'était l'exemple d'Elina. Donc, on va pouvoir passer à une pratique guidée. Il nous reste un quart d'heure et je vais vous proposer une pratique que j'appelle une recharge émotionnelle. Pour la faire, vous allez vous installer bien confortablement. Prenez le temps. Vous pouvez même, il n'y aura rien à regarder ou à lire, donc vous pouvez même vous allonger si vous le souhaitez. Prenez le temps.
Descendez dans votre centre. Peut-être que c'est dans votre bassin, le contact de vos fesses sur le siège, comme je suis en train de le faire moi. Je sens mes ischions là qui sont en contact avec le fauteuil. Ce peut être vos pieds, en contact avec le sol. Et cette sensation que tout le bas du corps s'ancre dans la terre. En respirant dans votre bassin, votre dos et votre ventre s'écartent comme ça. Sentez le ventre qui s'éloigne de la colonne vertébrale, mais sentez aussi la colonne vertébrale qui s'éloigne du ventre. Vous allez également ressentir les hanches qui s'écartent l'une de l'autre. La gauche et la droite qui bougent en même temps que vous respirez dans le bassin. C'est un peu comme un ballon, tout s'écarte. Et vous allez même sentir le périnée et le diaphragme qui bougent légèrement quand vous remplissez comme ça votre bassin avec l'air que vous inspirez. Imaginez maintenant que votre conscience, c'est comme une goutte d'or au centre de votre cerveau, une goutte dorée, et vous allez la laisser glisser comme si elle traversait par l'intérieur du corps. Elle va caresser le cœur et descendre au fond du bassin et tomber comme une goutte tombe dans l'eau, une eau dorée au fond de ce bassin, comme une vasque remplie d'un liquide guérisseur. Et votre conscience s'épanche dans cette vasque. Vous allez maintenant appeler un souvenir qui est aussi une ressource. C'est une situation, c'est un endroit, c'est une personne ou un animal, c'est le ciel ou la mer, c'est comme vous voulez. Mais c'est quelque chose qui, quand vous y pensez, vous ouvre le cœur. Quelque chose que vous adorez faire. Ça peut être un aliment que vous aimez goûter, une caresse que vous aimez recevoir, un spectacle qui vous a touché infiniment. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Si plusieurs souvenirs se présentent, prenez celui qui brille le plus fort et gardez les autres pour plus tard. Quand vous avez ce souvenir, notez tout ce qui se passe et tout ce que vous pouvez observer et ressentir. Texture, couleur, goût, saveur, température de l'air,